Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Petit programme aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai des très belles sorties. Alors je vais commencer sans plus attendre avec un nouveau spin-off de Goblin Slayer qui s'appelle Brand New Day, qui est déjà paru en anglais depuis une couple de mois. Brand New Day, c'est vraiment un recueil d'histoires courtes dans l'univers de Goblin Slayer et qui va mettre en scène en fait le crève gobelin puis aussi tous les personnages secondaires qui apparaissent dans Goblin Slayer. Mais en fait ces personnages là, qui sont habituellement les héros de l'histoire, ne sont en fait que les personnages secondaires des histoires courtes, puisque les héros de ces histoires courtes, ben, ça va être des nouveaux personnages. Alors ça peut être n'importe qui, là, ça peut être un duo de jeunes apprentis aventuriers qui vont venir demander des conseils à leur idole, le crève-gobelin. On va retrouver un jeune garçon dont le village va se faire massacrer par les gobelins et qui va rencontrer le crève-gobelin et qui va par hasard en fait l'aider ou avoir le sentiment de l'aider à empêcher la destruction de son village. On a même une histoire qui est racontée du point de vue d'un gobelin, un jeune gobelin qui est toujours relayé comme la surveillance, puis qui est un peu tanné d'être là pour travailler pendant que les autres s'amusent. Bref, il y a comme plein d'histoires courtes comme ça, mais où les personnages principaux, on ne les connaît pas, alors que les personnages secondaires, mais ce sont des personnages habituels de la série. Donc c'est une série qui est scénarisée par Kumo Kagyo, donc l'auteur de la série originale, et qui est dessinée par un jeune auteur. Ça se termine également par un light novel. Alors on aime bien faire ça dans Goblin Slayer, terminé par un light novel écrit par Kumo Kagyo, donc un light novel, un petit chapitre de light novel vraiment inédit. Donc c'est le premier volume, ça va être une série, mais comme je disais, c'est vraiment des histoires courtes, ça peut se lire un petit peu dans n'importe quel ordre. Donc Goblin Slayer, Brand New Day. Je continue avec Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation. Otome Game, donc c'est un genre de isekai, harem inversé, très humoristique. On est vraiment plus sur un shoujo, mais avec beaucoup d'aventures, surtout des jeux de complot, de pouvoir, de rivalité. Bref, ça bouge, c'est pas un shoujo classique, on va dire. Alors, dans Otome Game, on suit une jeune fille de 17 ans qui se fait frapper par un camion et qui va mourir. Et au moment où elle meurt, elle est réincarnée dans le corps d'une jeune fille de 8 ans qui s'appelle Katharina, qui est cette petite fille ici. Puis elle se fait comme elle se blesse, puis elle se fait une cicatrice au front qui reste toujours. Puis c'est une jeune fille de la haute société. Et puis plus elle va évoluer dans ce monde-là, plus elle va se rendre compte que, je sais pas pourquoi, mais les noms des personnes qu'elle fréquente, ça lui dit de quoi. Fait qu'elle finit au bout de quelques temps par faire la relation et par dire mais attends, mais en fait ces personnages-là, ils ont le nom des personnages du jeu de séduction auquel je jouais. Donc, d'où le nom Otome Game. Donc, les Otome Game au Japon, c'est vraiment les jeux de drague, de séduction. Et là, consultant un peu, revenant un peu dans sa mémoire, elle va se rendre compte qu'en fait, elle a été projetée dans le monde du jeu. Le problème, c'est que Katharina, dans ce jeu, c'est la rivale, c'est la méchante, c'est elle qui veut essayer de faire en sorte que tous les beaux garçons qui sont ici, qu'il n'y en ait aucun qui finisse avec l'héroïne, mais que tous finissent avec elle. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est pas si grave d'être dans le rôle de la rivale. Le problème, c'est qu'il va rapidement se rendre compte que dans tous les scénarios de fin possibles et imaginables, puisqu'il peut y avoir plein de scénarios de fin avec les différentes histoires d'amour, les différentes possibilités de relations, et puis dans toutes les scénarios possibles, Katharina, soit elle est exilée, soit elle meurt, bref, il y a toujours une fin malheureuse pour elle. Fait que, bien décidée à ne pas avoir une fin de vie malheureuse, elle va utiliser tout le temps qu'elle a afin d'essayer de changer son destin finalement. Donc de faire en sorte que elle ne finisse surtout pas avec le héros, qu'elle laisse l'héroïne tranquille, vivre ses histoires d'amour dans son coin. Alors il y a fréquemment des passages où elle tient des réunions au sommet avec elle-même à l'intérieur de son cerveau qui sont complètement hilarants, où elle se fait ses stratégies d'attaque pour essayer de déjouer les plans de chacun.
mais inexorablement elle revient toujours sur le même scénario, elle retombe sur le scénario de base, fait que, comment va-t-elle s'en sortir? Donc l'avantage c'est que elle a été projetée dans ce monde-là à l'âge de 8 ans, alors que normalement le jeu commence quand elle a 15 ans. Alors elle comprend qu'elle a 7 ans avant d'entrer à l'Académie de magie, qui va être le point de départ de toutes les relations sentimentales. Alors elle a 8 ans pour essayer de changer les choses. Donc vraiment, vraiment très très drôle, assez long à lire, beaucoup de contenu, beaucoup de texte, hein. C'est très très fourni comme manga. Et puis je me suis bien éclatée en tout cas. C'est Otome Game. Je continue avec un shonen qui s'appelle Dear Call, difficile à montrer avec son espèce de cover très brillant. On va essayer de ne pas faire trop de reflets pour que vous le voyez, voilà. Alors Dear Call, magnifique graphisme, comme vous allez pouvoir le voir. On est sur un développement shonen assez classique, mais avec des personnages qui sont super intéressants. Notre personnage principal est un jeune garçon qui vit entouré de ses 2 amis. Alors il les appelle ses amis, puis ça ressemble à des animaux de compagnie. Il y en a un, c'est Moon, il ressemble un peu à un tigre blanc, puis l'autre c'est Goot, qui ressemble un peu à une espèce de chien croisé avec Kerberos, la petite mascotte de Sakura Card Captor. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre ce que je dis. Fait qu'il vit avec ces deux créatures là. Voilà, c'est lui. Regardez, on dirait pas un Kerberos noir par hasard? Alors il vit avec eux et il vit sur une île du sud du Japon, vraiment une île paradisiaque, tropicale, avec les palmiers, le sable, la mer bleue, bref, le cadre est idyllique. Et tous les jours il vient au café du coin se faire servir à manger par la patronne qui l'a un petit peu pris sous son aile parce qu'il est un petit peu paumé le gamin. Et un jour la patronne lui dit bah écoute, tu peux pas rester là aujourd'hui parce qu'il y a des VIP qui s'en viennent. Puis là il est comme c'est quoi ces VIP? Puis il va croiser leur route et il va se rendre compte que ces VIP sont plutôt des gens qu'on n'a pas trop envie de croiser, dont on n'a pas trop envie de croiser le chemin, et que la patronne a vraiment voulu le protéger pour éviter qu'il les rencontre. Malheureusement c'est peine perdue, la rencontre va bel et bien avoir lieu. Et ces filles-là sont des invocatrices. Elles recherchent ce qu'on appelle des esprits maléfiques, qu'on appelle des Black Anima, pour les détruire. Et il se trouve que les 2 amis de notre héros, Sanso, sont eux-mêmes des Black Anima. Sauf que lui, évidemment, a grandi avec eux, n'a jamais eu aucun problème, fait qu'il va se rebeller pour empêcher leur annihilation. À la suite de plusieurs événements que je ne vous révélerai pas, je vais vous laisser les découvrir, il va être engagé pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, parce qu'il a un pouvoir spécifique dont il n'avait jamais eu connaissance. Donc il va quitter son île pour aller à l'académie de magie, accompagné de son tigre, afin de devenir lui-même un invocateur, mais un peu spécial. Donc voilà, une trame de shonen assez classique, hein, comme vous le voyez, mais très bien faite. On pourrait se croire un petit peu dans Jujutsu Kaisen ou dans Black Torch. C'est vraiment dans le même genre. Puis comme vous voyez, les dessins sont vraiment sacoche, fait qu'on aime ça. Donc ça s'appelle Dear Call. Et ici, un guide très original, ça s'appelle Découvrir Tokyo en manga. En fait, c'est un guide de voyage qui présente les différents quartiers de Tokyo, les attractions, etc. Mais qui, en plus, rajoute une partie bande dessinée pour faire des explications sur quoi que ce soit. Fait que là, par exemple, vous avez le quartier de Dankanyama. On vous explique un petit peu ce que c'est que le quartier, ce qu'il y a à voir et tout ça. Puis après ça, ici, il y a une petite BD pour vous expliquer l'historique de ce quartier. Fait que c'est quand même assez cool, c'est très culturel. J'ai vraiment trouvé que c'était intéressant pour intéresser les jeunes à découvrir la culture du pays qu'ils vont découvrir. Fait que vraiment un super beau guide. Et évidemment on ne retrouvera pas autant d'informations que ce qu'on peut retrouver dans un guide traditionnel, mais c'est tellement le fun d'apprendre des pans de l'histoire ou des pans de la culture japonaise à travers ces petites histoires courtes que vraiment c'est une très belle réussite. Donc c'est Découvrir Tokyo en manga. Et mon prochain manga, les 2 premiers volumes sont sortis en même temps, s'appelle Le Conte des Parias. Voilà les 2 premiers volumes, à quoi ils ressemblent. Et c'est un shoujo d'aventure qui se passe dans une Angleterre victorienne, donc avec un style un petit peu gothique. Et c'est une espèce de revisite du conte de la Belle et la Bête. Donc on suit Wisteria, qui est une jeune fille qui a été vendue à un prêtre un peu esclavagiste sur les bords, qui la retient prisonnière et il l'oblige à mendier en fait pour lui. Puis elle vit comme dans un grenier, enchaînée, avec à peine à manger, elle peut jamais voir personne, etc.
donc elle a une vie assez horrible, puis en plus de ça, elle a été vendue en même temps que son grand frère, puis son grand frère, lui, a été revendu à une famille d'aristocrates qui était censée lui donner une job, puis finalement c'était un mensonge, et ce grand frère a été exploité comme esclave par cette famille-là. Alors la petite Wisteria, elle a quand même une vie assez horrible, et son seul plaisir dans la vie, c'est qu'elle a rencontré Marbas, qui est ce diable ici, qu'on voit également sur le cover. Ce diable, en fait, elle a sympathisé avec lui, elle est une des rares humaines capables de le voir. Lui, c'est ça qui lui plaît. Enfin, il se sent moins seul, et donc il vient la visiter tous les soirs à minuit dans son grenier pour lui raconter des histoires, elle qu'il n'a jamais pu voir le monde. Alors un très fort lien d'amitié et d'attachement va se lier entre eux, jusqu'au jour où le prêtre va la vendre elle aussi à une famille de bourgeois. Et où elle va se rendre compte que, comme son frère, elle a été dupée et puis qu'elle n'est pas là-bas du tout pour être femme de chambre. Et elle va donc passer un pacte avec le diable Marbas afin qu'il la sorte de ce mauvais pas et qu'il reste toujours avec elle pour la protéger. Et le pacte qu'elle va passer avec lui, c'est de lui offrir ses yeux, qui sont des yeux un peu magiques, si vous voulez, parce que c'est des yeux qui peuvent voir les diables, donc ils ont certains pouvoirs. Donc ce cadeau de ses yeux étant suffisant, le pacte va s'effectuer, elle va pouvoir être sauvée, puis Marbas va la prendre sous son aile. Le truc, c'est qu'évidemment, en lui donnant ses yeux, elle est devenue aveugle. Donc il va lui-même devenir ses yeux, il va la faire voyager dans le monde entier et lui faire découvrir le monde, mais à travers ses yeux à lui. L'emmener dans des grands restaurants qu'elle a jamais testés, lui faire découvrir des contrées somptueuses, lui faire rencontrer des gens complètement inconnus. Mais évidemment, ça pourrait bien se passer, mais évidemment, ça ne se passera pas bien comme on le pensait. Et rapidement, il y a une organisation qui va les pourchasser, puisque lui, c'est un diable, donc des organisations religieuses cherchent à l'éliminer. Entre autres, on va croiser très rapidement le frère de Wisteria, qui a pris un tout autre chemin ce qu'on aurait pu penser, et qui va chercher à sauver sa petite sœur, mais un petit peu contre son gré à elle. Alors c'est pour ça qu'on est vraiment dans une trame dans le style La Belle et la Bête, vraiment très bien fait, très beau, des belles scènes très sentimentales, mais sans jamais tomber dans le pathos. Vraiment j'ai trippé, c'est très cool. C'est le conte des parias. Et je continue, alors là on change, mais alors totalement de style, avec un manga qui était quand même assez attendu, c'est Zom 100 Bucket List of the Dead. Bucket List of the Dead, le titre a déjà tout dit, donc on est dans un manga zombie et on suit un garçon un jeune homme en fait, qui vient d'entrer sur le marché du travail 3 ans auparavant. Il est entré dans une société que les employés surnomment esclavagiste, donc qui profite vraiment de la bonne volonté des employés pour en faire toujours plus et qui les crève à la tâche. Résultat, après 1 an, il était déjà plus capable, puis là ça fait déjà 3 ans qu'il y est quand notre invasion de zombies va commencer. Alors il est vraiment plus capable, et en fait le truc c'est qu'il voit cette invasion de zombies comme une aubaine pour ne plus aller à la job. C'est comme vraiment sa meilleure excuse. Effectivement, hein, on peut difficilement trouver une meilleure excuse qu'une invasion de zombies pour manquer la job. Voilà un petit peu la tête qu'il a, notre personnage, hein, vous voyez qu'il est vraiment tanné. Alors quand ces zombies arrivent, il est tellement comme requinqué, puis tellement dynamique et tellement motivé que ça lui donne une énergie comme supplémentaire pour d'une part échapper aux zombies puis pas se faire tuer, mais il va aussi entreprendre de faire la liste des 100 choses qu'il aimerait faire avant que les zombies ne le dévorent, et il va entreprendre de la réaliser. Alors il va aussi croiser la route d'une jeune fille qui est très sérieuse puis très organisée pour lutter contre les vampires. C'est cette jeune fille là qui va un petit peu le prendre pour un débile, mais dont il va être amené à recroiser la route plutôt 2 fois qu'une. Alors, on est un petit peu dans le style High School of the Dead, où la plupart des scènes de zombies sont propices à montrer des jeunes femmes à moitié dénudées, puisqu'évidemment leurs vêtements ont été arrachés. On est vraiment dans ce même style là. Il y a un côté très humoristique et très décalé à la Zombieland, un petit peu avec la partie bucket list, puis le héros qui est super content qu'il y ait des zombies qui l'aient envahi. Donc voilà, c'est Zom 100 Bucket List of the Dead.
Je continue avec la nouvelle série de l'auteur de Après la pluie, ça s'appelle Kowloon Generic Romance. On est vraiment sur une romance plus mature, un petit peu comme Après la pluie, mais je dirais encore plus pour un public mature, avec un aspect très nostalgique. Alors Kowloon était une cité fortifiée à l'intérieur de Hong Kong qui a réellement existé, puis qui était réputée pour être la ville la plus densément peuplée au monde, puis qui était aussi très très mal famée, puisque la police de Hong Kong n'avait absolument pas le droit de venir droit d'autorité sur les habitants. Et donc on va suivre en fait une romance entre deux agents immobiliers, deux collègues de travail à l'intérieur de cette cité. Alors il y a un côté très très nostalgique avec un dessin très poétique, hein. Si on regarde les images de la vraie Kowloon, c'était pas mal moins hot que ça là, je dirais. Fait que là il y a un côté très poétique qui a été ramené là-dedans, et c'est ça qui amène cet aspect nostalgique. Il y a aussi, donc c'est une romance qui est plus mature, donc avec deux personnages qui sont des adultes, qui, comme je le disais, sont des collègues de travail, puis je dirais pas qu'ils se détestent, mais ils ont quand même un peu de difficulté à travailler ensemble, ils travaillent pas du tout de la même manière, puis ils sont toujours en train de se chamailler, de se chicaner, etc. Alors les sentiments vont se développer peu à peu, sans être vraiment totalement assumés ni d'un côté ni de l'autre, et on va vraiment donc suivre ces deux personnages et leur histoire qui va évoluer de façon assez lente, assez pénible, en tout cas pour eux, pas pour nous parce que c'est un régal à lire. Et ce qui va ajouter un petit twist à cette histoire d'amour, c'est qu'il y a un côté science-fiction, puisque vous allez voir qu'il y a des éléments futuristes qui vont venir twister un peu ça. Alors vraiment c'est très très complet comme Josei. Donc on a la romance, on a l'humour, on a les deux personnages qui sont ultra charismatiques, on a le dessin absolument merveilleux de l'auteur de Après la pluie, dont je me rappelle plus le nom, fait que je vais vous le lire, c'est Jun Mayuzuki. Voilà, ça m'était sorti de la tête. Et puis on a ce côté science-fiction qui va être ajouté à un côté très passé, très rétro, très nostalgique. Fait que vraiment c'est un manga qui est absolument à lire. Si vous avez aimé Après la pluie, en tout cas vous allez capoter, ça c'est sûr. Donc c'est Kowloon Generic Romance. Et mon dernier manga pour aujourd'hui, alors on est dans un style encore très différent, c'est le Fossoyeur. Le Fossoyeur qui serait à la limite entre un shonen puis un seinen. En fait ça serait plutôt un développement shonen, mais c'est tellement violent, tellement trash que je pense que ça va aller directement dans la section seinen. On s'en reparle bientôt. Tout simplement ça commence avec un jeune garçon de 9 ans qui appartient à une famille de, on va dire, des sortes d'exorcistes qui se font appeler des fossoyeurs. En fait à partir du moment où une âme est corrompue, une âme humaine est corrompue par un démon, il y a comme 4 phases de développement de ce démon à l'intérieur du corps de l'humain. Et quand il atteint la phase 4, on l'appelle la phase de la mort, parce que là il n'y a plus rien qu'on peut faire pour sauver cet humain. Alors le seul but, la seule manière, c'est de le tuer. Puis notre héros, quand il a eu 9 ans, il a commis en fait une petite bêtise d'enfant qui aurait pu être complètement inoffensive, mais qui a eu des conséquences extrêmement graves, et il a été obligé de tuer toute sa famille qui était infectée par des démons en stade 4, donc à la phase de la mort. Il a donc massacré entre autres son père et le reste de sa famille. Donc vous pouvez vous imaginer que ça commence quand même assez trash. Également vous allez voir la transformation des humains qui sont infectés est quand même trash aussi. Alors ensuite on suit notre héros qui a grandi puis qui est au secondaire, qui est un jeune garçon très taciturne, on peut l'imaginer avec le passé qu'il a eu, qui va à l'école, mais qui en même temps, la nuit, fait sa job de fossoyeur et continue à nettoyer les gens qui ont été infectés grâce au couteau guillotine que son père a fabriqué, qui est juste ici, qui est une arme absolument redoutable, qui permet aux infectés en fait, de ne pas s'en aller, ça leur emprisonne le cou avant de leur trancher la tête. Assez trash, mais ça leur permet de ne pas souffrir, c'est ça qui est cool. Donc ça va être, en fait, on va suivre toute l'évolution de ce garçon qui va perfectionner ses pouvoirs, perfectionner son art de fossoyeur, de maniement de l'épée, et qui va en fait, de par son passé, être très très réticent à devenir fossoyeur et donc chercher une solution autre que la mort pour les gens qui sont en phase 4. Fait qu'il va essayer de découvrir une nouvelle méthode de guérir ces gens-là.
Donc comme je le disais, c'est quand même un manga d'horreur assez trash, assez gore, assez psychologiquement violent aussi, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Très très bien dessiné, un petit peu dans le style de Hell's Paradise, donc dessin shonen mais avec beaucoup de détails, fait que vraiment une très belle œuvre shonen slash seinen qui va être terminée en 4 volumes en plus. Donc c'est Le Fossoyeur. Et c'est donc ceci qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais terminer comme d'habitude par mes coups de cœur, mes tops puis mes flops. Alors mon flop aujourd'hui c'est Bucket List of the Dead, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'adore les histoires de zombies, hein, mais quand c'est fait juste pour montrer des filles à moitié dénudées, je trouve ça inintéressant au possible. Le héros a une personnalité qui est originale, il y a de l'humour, mais cet humour est... on commence en fait les premiers chapitres très humoristiques, donc j'avais un très bon espoir. Puis plus ça avance et plus on voit que le fanservice est omniprésent et il n'y a plus grand chose d'autre qui compte à part ça. Fait que c'est mon flop de la semaine. Et puis mon top c'est Kowloon Generic Romance, vraiment un excellent manga, j'ai vraiment capoté dessus, j'ai très hâte à la suite et je vous parie que ça va probablement faire partie de mon top de l'année 2021. C'est vous dire à quel point il faut absolument lire ce manga. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui, j'espère que ces nouveautés vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!